Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de WWE Bad Blood 2024. Ça y est, la vidéo est enfin disponible. J'aurais mis beaucoup de temps à la publier, désolé, là ça a été compliqué ce week-end, comme je vous le disais, je pouvais pas poster ma review très rapidement et le début de semaine a été intense et je me suis même endormi en pensant pouvoir la poster mardi soir. Et ben non, du coup, mercredi soir, il est même déjà minuit, donc on est même déjà jeudi et je suis en train de tourner cette vidéo. Donc bon, il était grand temps de la poster et c'était pas faute pourtant de vouloir le faire. Et puis j'avais envie d'en parler parce que c'était quand même un immense pay-per-view, c'était un très très grand pay-per-view historique, avec beaucoup de choses qui se sont passées. Ce pay-per-view est extraordinaire. Voilà, je peux le dire tout de suite. Bref, je vais vous faire, comme d'habitude, je vais vous montrer le poster du show avec la note, et puis je vais faire un petit résumé, voilà, de ce que j'en ai pensé, et puis on rentrera plus dans le détail comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous montrer d'abord le poster avec la note globale. Voici le poster. Une magnifique note de 2,5 pour ce pay-per-view extraordinaire, je vous le disais. Voilà, il s'est mérité. Un pay-per-view qui est qui est un peu un concentré de ce que la WWE peut faire de meilleur et de pire à la fois. On commence très fort avec un banger absolu, une véritable masterclass qui aura plus que su répondre aux attentes et pourrait même prétendre au titre de match de l'année à la WWE. Et là-dessus, on ferme déjà le rideau. Voilà, comme dirait Marc Blondin, on éteint les lumières et on ferme les rideaux. Voilà, on aurait pu fermer les rideaux là, et on aurait même pu déjà éteindre sa télé, vu ce qu'on aura vu ensuite. Un Jax contre Bayley de qualité très faible, en guise de place du mort. Un Priest contre Balor extrêmement classique et qui nous laisse sur notre faim. Un Ripley Morgan assez moyen. Grand Guignolesque qui est au finish catastrophique, qu'on risque de davantage retenir que le match en lui-même. Une annonce soi-disant historique de Triple H, au final inintéressante au possible. Un retour de Goldberg dont on se serait aisément passé. 3 hosts qui auront servi autant que le Miz à SummerSlam, à savoir à pas grand chose. Le retour de Jimmy immédiatement éclipsé par un retour du Rock qu'on n'attendait pas forcément lors de ce show et pas spécialement opportun, à mon sens. Et un heel turn de Kevin Owens en backstage, découvert sur les réseaux sociaux qui m'a quelque peu déçu. Voilà en gros le résumé de ce Bad Blood, un show qui m'a fait passer de désillusion en désillusion jusqu'à la fin du show. Ce fut à mon sens le pire pay-per-view de l'année, du côté de la WWE et peut-être même de l'ère Triple H en général, et l'enfer en cellule que fut l'opener ne fut rien en comparaison de l'enfer vécu durant le reste du show. Quand on a un pay-per-view de seulement 5 matchs, comme on commence à en être habitué avec Triple H, la WWE se doit de nous présenter le meilleur des rivalités du moment, et la qualité doit apparaître comme une évidence aux yeux des spectateurs, car quand on se passe du champion du monde poids lourd, des titres par équipe et du titre US, il faut que la WWE nous justifie par ce show la raison de leur choix et qu'à la fin, on se dise qu'ils ont eu raison de faire certains sacrifices, tant la qualité fut au rendez-vous. Bref, pour résumer, ce Bad Blood avait tout lieu du One Match Show, avec ce Hell in a Cell, alors que pour le reste, j'ai retrouvé quelques-uns même des pires moments de l'ère Vince, ceux que je croyais définitivement enfouis 6 pieds sous terre, et d'ailleurs, c'est ce pay-per-view que j'ai envie d'enterrer pour de bon, voilà. J'espère que ce ne sera qu'un accident de parcours et que Triple H reprendra vite la voie de la raison, mais bon, vu le Crown Jewel qui se profile, je suis déjà quasi résigné à devoir attendre les Survivor Series avant de pouvoir vibrer à nouveau. Le pire pay-per-view de l'année, qui aura accouché du potentiel meilleur match de l'année à la WWE. Quelle ironie quand on y pense. Voilà, que je vais à présent vous présenter donc les notes de chacun des matchs sous format graphique avant d'entrer plus en détail. Comme d'habitude, donc, voici le graphique. Voilà, donc, Voldemort contre McIntyre, de très loin le meilleur match de la soirée, 4,75, c'est très très élevé. Jax contre Bayley, 2,5 pardon. Priest contre Balor, 3 étoiles 25. Ripley contre Morgan, 2 étoiles 25. Et enfin le main event entre Cody Rhodes et Roman Reigns et Jacob Fatu et Solo Sikoa, 3 étoiles 25. Donc comme vous pouvez le voir, des notes très 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 moyennes, en dehors donc de cet ovni, je dirais, qu'on a eu en opener.
Le reste c'était quand même très faible et bah, ça donne ce pay-per-view à une note voilà que j'étais parti sur 2,75 mais non il y a tellement de choses qui ne vont pas que je ne peux qu'à peine donner la moyenne à ce show. C'est faible hein. C'est faible pour un pay-per-view de donner une note pareille, mais pour moi c'est mérité. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va détailler maintenant chacun des matchs et on va aller bien sûr dans l'ordre avec l'opener, à savoir Voldemort contre Drew McIntyre, 4 étoiles 75 donc, c'était dans un Hell in a Cell match, voilà la fin de la trilogie, donc dans la structure de l'enfer, match qui était quand même assez attendu. Utilisation du pied de table que j'ai trouvé original hein, en tant qu'arme. C'était une bonne idée, je trouve. Un superbe clin d'œil, je pense, au Bret Hart Steve Austin de WrestleMania 13, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce montage que j'ai fait. Et on voit vraiment effectivement que c'est très semblable. Et bah, en plus, Voldemort étant un fan de Bret Hart, bah, ce serait tout sauf surprenant de sa part que ce soit un clin d'œil volontaire. Le sang aura bien évidemment coulé à flot. Hein, si ça n'arrivait pas dans ce match, bah, ça ne serait jamais arrivé. Hein. Le coup des pièces du bracelet, là, les petites perles du bracelet de Voldemort mises dans un sac pour être déversées par McIntyre sur son adversaire, était un moment que j'ai trouvé assez brillant et qui permettait de faire un dernier rappel à cet élément qui aura beaucoup compté hein, dans la narration de cette rivalité. Et la fin est juste parfaite avec Voldemort qui esquive un Claymore de Drew, qui se réceptionne quand même durement hein, contre les escaliers d'acier. Voldemort qui enroule une chaîne autour de son genou pour ensuite lui mettre les pièces de son bracelet dans la bouche avant d'enchaîner avec son GTS pour la victoire. Voilà, bah, que dire de ce match, quoi. Très franchement, c'est très rare de vous dire ça d'un match de la WWE, mais pour moi, ce match est juste proche de la perfection. Je n'ai absolument aucune critique à formuler. Toutes les cases que j'attendais auront été cochées. La violence fut extrême, le sang a coulé à flot, les armes furent légion, notamment une clé à molette hein, qui aura pas mal servi. Le clin d'œil au Hart Austin de Mania 13 était également très sympa et intelligent, et l'utilisation des restes du bracelet de Voldemort absolument parfaite, avec un finish très bien produit. Même si certains diront que Drew méritait de gagner, je n'avais aucun doute que Voldemort en sortirait victorieux, au vu des ambitions pour le titre suprême de Voldemort, et également car il fallait qu'il soit mis en avant dans l'optique de sa future feud plus que probable avec Rollins d'ici quelques temps. Très honnêtement, je ne pensais pas donner plus que 4 écarts avant de voir ce match, mais j'ai tellement adoré ce que j'ai vu que je suis obligé de monter jusqu'à 4,75. 31 minutes, hein, ça peut paraître long, surtout pour un match de Voldemort, mais je dois reconnaître qu'il a su me bluffer en ayant bien tenu la distance d'un point de vue physique, et Dieu sait que ce genre de combat est d'une exigence folle d'un point de vue cardio. Ils auront su réaliser le match quasi parfait, je n'ai rien à dire, et je peux même dire qu'il concourra au titre de match de l'année hein, chez VVE, tellement il aura dépassé les attentes. Voldemort disait lui-même en interview qu'il voulait ramener le Hell in a Cell à ce qu'il était censé être, qu'il ne voulait pas avoir une cage qui a besoin d'un match, mais d'un match qui a besoin d'une cage. Et à ce niveau-là, bah, il aura réussi son pari haut la main en permettant d'offrir l'un des meilleurs Hell in a Cell matchs de l'histoire, hein, je pense, on peut aussi le dire. Ça fait beaucoup de bien de voir un Hell in a Cell match utilisé avec parcimonie, uniquement lorsque la rivalité l'exige, au lieu d'avoir ce pay-per-view à thème des années Vince hein, qui affaiblissait cette stipulation et tout ce qu'elle incarnait dans le passé. Le Hell in a Cell se doit de se faire rare et de ressortir pour les grandes occasions, hein, et vu le résultat qu'on vient d'obtenir, bah c'est exactement cette voie qu'il faut continuer à prendre. Donc 4,75 pour ce bijou, qui très clairement fut la seule lueur de ce Bad Blood bien fade, et moi, comme beaucoup de fans, je pense, déploreront que ce match n'ait pas fait l'objet du main event, hein, mais vu la fin de show qu'on a eu, on comprendra mieux pourquoi cela n'a pas été le cas. Bravo aux deux hommes en tout cas, et merci surtout. Je pense qu'on n'a pas besoin de revoir ces deux-là tout de suite, hein, surtout Drew, et c'est ses agrafes hein, quand même nécessaires pour suturer sa plaie à la tête. Drew, malgré la défaite, sera sans doute récompensé un jour ou l'autre hein, pour son énorme travail, aussi bien au micro qu'au niveau de son changement de personnalité que de ses performances in-ring. J'ai l'impression de retrouver même le Drew exceptionnel de 2020 qui nous avait tant régalé en ces temps difficiles. J'ai déjà hâte de le retrouver pour voir quelle sera sa future orientation. Merci en tout cas, c'est juste le dernier mot que j'aurais à proposer à l'issue de ce combat déjà mémorable. On va passer maintenant au match suivant,
Nia Jax contre Bayley hein, pour évidemment le Women's Championship. Ce match était clairement à la place du mort, hein, vu ce à quoi on venait d'assister juste avant, et je pense que c'était le seul des 4 matchs restants à pouvoir hériter de cette place peu enviable. Nia Jax aura dominé le début de match hein, dans les grandes largeurs, avant un comeback efficace de Bayley, Jax reprenant ensuite le contrôle des opérations. Le déjà-vu hein, de SummerSlam avec la powerbomb de Bayley sur Jax aura été avorté par un pseudo-Hurricane Rana de Jax hein, que Bayley sera obligé de vendre à retardement, hein, rendant le spot quand même bien peu crédible et peu esthétique et surtout ridicule. Jax tentera le Bayley to Bayley dans la foulée, mais dégagement de Bayley. Le match s'équilibre. Jax restera penché en avant pendant des heures pour attendre que Bayley ne fasse son Sunset Bomb dans le coin. À nouveau un spot bien peu crédible et à la réalisation peu soignée. Bayley se fera détruire par une powerbomb sur les escaliers d'acier, suivie d'une autre contre les barricades qui ne m'a pas semblé des plus safe et m'a rappelé les pires heures de Nia Jax. Nouveau spot raté avec ce Samoan Drop mal exécuté par Jax, hein, ce qui transforme la prise en une sorte de leg lariat hein, de Bayley, hein, vraiment un spot bizarre à nouveau. Corey Graves tentera de sauver les meubles hein, comme il peut en évoquant un potentiel contre de Bayley, mais je ne suis pas dupe, quoi qu'il en soit. Paradoxalement, le Samoan Drop porté par Bayley peu de temps après fut bien mieux exécuté que celui de Nia Jax. Ça fait donc un partout en termes de vol de prise, hein, en quelque sorte. Le bump d'arbitre qui suivra ensuite aura eu le mérite d'être original, mais spoil clairement l'arrivée de Tiffany Stratton, dont je sentais déjà avant qu'elle viendrait, vu son absence jusqu'à maintenant. Comme d'hab, c'est toujours aussi stupide, hein, mais on continue de le faire. Après chaque bump d'arbitre, Bayley va tenter un tombé suite à son Rose Plant, alors que l'arbitre était KO. Eh ben oui, ça sert à rien. Et Tiffany, alors elle tease un cash-in auquel je n'ai franchement jamais cru. La tentative de roll-up dans le dos de Jax de la part de Bayley a réussi à me faire croire que Bayley pouvait gagner. Tiffany lancera sa mallette sur Bayley, hein, ce qui suffira à la distraire. Jax en profitant alors avec un super Samoan Drop de la deuxième corde, suivi d'un Annihilator pour la victoire. La caméra sur le visage de Stratton et ses yeux hein, juste au-dessus du ring racontent pas mal de choses. La situation paraît assez ambiguë. Hein. Jax croit que Stratton a voulu la trahir en cachant sur elle, mais en même temps on peut voir que Stratton a pas mal œuvré pour faire gagner Jax en frappant Bayley avec sa mallette d'une part, puis en la distrayant en fin de match d'autre part. Je ne suis pas sûr que ce scénario permette de pacifier la relation entre Jax et Stratton comme je l'appelais de mes voeux dans ma précédente vidéo. J'aurais préféré que les actes de Stratton en faveur de Jax soient clairement vus et reconnus hein, par cette dernière afin que Stratton revienne dans ses petits papiers, mais ça ne semble pas en prendre le chemin et cela me dérange quelque peu car je ne crois pas que le face turn de Stratton doive arriver en 2024, mais plutôt en 2025 hein, dans la Road to WrestleMania par exemple. Les tensions doivent se calmer pendant un temps, je pense. Tiffany devra briser ses chaînes plus tard, mais pour moi, le moment n'est pas encore venu. Quant à l'évaluation du match, c'est un match vraiment pas terrible, hein, à l'exécution souvent brouillonne, des problèmes de timing et de soin au niveau des prises portées, que l'on pourra imputer essentiellement à Nia Jax, Bayley ayant fait ce qu'elle pouvait hein, pour sauver les meubles, mais pas suffisamment pour cacher la misère. J'étais aussi étonné que Bayley à SmackDown Lowdown avait un peu teasé une nouvelle tenue, de nouveaux moves. En fait, j'ai rien vu de spécial en fait que ce soit dans son arsenal de prise ou bien dans sa tenue. J'ai rien vu d'exceptionnel de la part de Bayley ou des différents. Voilà. Néanmoins, bon, je donnerai à ce match la moyenne grâce au bump d'arbitre que j'ai trouvé original. En revanche, c'était moins original, bon, le coup de l'échange de prise, hein, le Bayley to Bayley et le Samoan Drop, mais voilà, l'idée était quand même sympa, mais c'est vrai que ça manquait d'originalité, et la tentative quand même de storytelling lors de l'arrivée de Stratton, avec une ambiguïté de plus en plus forte quant aux réelles intentions de Stratton envers Jax, voilà, ça aussi c'est un autre élément qui, va permettre car ont permis à mon sens, c'est fait partie de tous ces éléments là qui ont permis à mon sens à ce match d'atteindre péniblement la moyenne, mais pas plus. Bref, déjà que ce match pâtissait quand même d'un placement franchement très difficile sur la carte,
ce n'est pas le contenu proposé qui aura permis de sauver le coup. Hein, c'est un match quand même qui est pénible à regarder et en dessous de SummerSlam à mon sens. Et puis niveau suspense, il était aussi difficile de s'investir, hein, parce que la victoire de Bayley paraissait fort peu probable. Je continuerai de suivre avec attention l'évolution de la relation entre Jax et Stratton à SmackDown, car c'est tout de même la seule vraie storyline construite chez les femmes du côté du show bleu. Donc 2 étoiles et demie pour cette pause pipi bien laborieuse à suivre. On va passer maintenant au match suivant. Damien Priest contre Finn Balor. 3 étoiles écart pour la note. On verra fort logiquement un Priest assez vindicatif, avec l'envie d'en découdre sur son rival du moment, en tout cas pour débuter le match. Le catch proposé est globalement de qualité, ce qui n'est pas une surprise en soi. C'est proprement exécuté et l'alchimie est au rendez-vous. Arrivera en fin de match la phase d'overbooking attendue avec la double intervention de JD McDonough et de Carlito pour distraire l'arbitre. Priest arrivera ensuite finalement à se débarrasser des deux à la fois, et j'arrive même à ce moment-là à douter, lorsque Balor va porter 2 coups de grâce consécutifs sur le dos de Priest, me disant qu'il était capable de s'imposer, mais la 3e tentative sera finalement contrée par un South of Heaven de Priest qui va s'imposer ainsi, comme si les assauts de Balor n'avaient eu aucun effet auparavant. C'était quand même assez bizarre ce no-sell de la part de Priest. Je no-sell les 2 coups de grâce dans le dos et puis je contre South of Heaven et puis terminé. Voilà, bon, c'est assez abrupt. En tout cas, Priest vainqueur me semble logique. Il a un statut de main eventer à respecter. Il n'a pas fait la décision à Berlin et a perdu son titre à SummerSlam. Il avait donc besoin, à mon sens, de cette victoire face à quelqu'un qui n'est, entre guillemets, que champion tag team et dont les ambitions personnelles ont été revues à la baisse. Et puis Priest avait, mine de rien, beaucoup subi les assauts du Judgment Day durant le build-up de ce match. Donc ça sentait quand même la victoire de Priest. Quant à l'évaluation du match, c'était quand même du grand classique. Il n'y a rien de mauvais en soi, il n'y a rien d'excellent non plus. Ça ressemblait beaucoup à un match d'Euro, à un match de Weekly, quoi. Et rien de plus. L'exécution est bonne, donc la phase d'overbooking est plutôt digeste et logique. Mais je trouve que malgré cet esprit revanchard de Priest, ce match a manqué d'intensité. Je ne demandais pas du sang comme durant l'opener, mais au moins qu'on nous montre un peu de sauvagerie, quitte à jouer à la limite de la légalité en se servant par exemple des escaliers d'acier ou bien de la table des commentateurs. Voilà. Même si la victoire de Priest me semblait nécessaire, on pourra tout de même déplorer le peu de victoires significatives de la part des hommes de ce Judgment Day 2.0. C'est un peu la même remarque que pour la Bloodline d'ailleurs. Déjà que les titres tag sont peu défendus, si en plus tu gagnes pas un match solo en PLE face à ton rival du moment, ça va devenir difficile de les prendre au sérieux, quoi. Même Liv Morgan, malgré son statut de championne, peut remercier les intervenants extérieurs, comme Dominique et maintenant Raquel, dont on parlera justement après, car il n'y a que grâce à cela que le Judgment Day arrive à glaner 2-3 victoires par-ci par-là, en solo en tout cas. Autant la feud Rhea Liv n'est pas finie au vu de ce qu'on aura vu, autant entre Priest et Balor, je ne suis même pas certain que ça continue, d'autant plus que je verrai bien par la suite le Judgment Day avoir une grosse feud avec le Wyatt Six d'ici les jours à venir, puisque si on reste sur cette logique, le Wyatt Six aime bien du coup s'en prendre à, comme on l'a pu voir avec Gable, à des gens qui ont en gros trahi un peu leur famille, voilà, qui se sont retournés contre eux, qui se sont mal comportés avec leur famille. Et Balor par exemple, forcément, et même les autres, vu qu'ils ont quand même fait du sale à Rhea et à Priest, donc pour moi, ce serait le profil type des futures victimes du Wyatt Six, le Judgment Day, enfin à mon sens. Je pense que ça fonctionnerait bien en tout cas. Bref, un 3 étoiles 25 pour ce match très weeklyesque, qui est pas mauvais en soi, mais vraiment extrêmement banal. Et quand on a des pay-per-view avec seulement 5 matchs sur la carte, comme je le disais tout à l'heure, on est en droit d'exiger le meilleur à chaque fois. Et ce type de match, à l'instar du précédent et de celui qui suivra, n'a pas su répondre aux attentes, il faut le dire. On va passer maintenant, alors pas au match suivant, mais au segment suivant avec donc l'annonce de Triple H, une annonce historique, entre guillemets, qui était prévu donc en début de soirée, enfin ça avait été annoncé en début de soirée. Triple H se pointe et l'on peut aisément deviner une ceinture sur un pupitre avec le logo de Crown Jewel dessus. En live, j'ai vraiment pensé qu'on nous présenterait un nouveau titre mid-card féminin, comme le disaient les rumeurs récemment, avec par exemple l'annonce d'un tournoi, un inévitable tournoi qui viendrait couronner la gagnante à Crown Jewel, mais que nenni. Triple H annonce le retour des matchs
champion versus champion, comme on en avait l'habitude au Survivor Series pendant plusieurs années, avec le champion du monde de Raw qui affrontera donc le champion du monde de SmackDown, et même chose pour les femmes. Mais aucun titre ne sera en jeu. Chaque gagnant remportera respectivement le Crown Jewel Championship et le Women's Crown Jewel Championship. Triple H dévoile alors la ceinture, qui est bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, bien grosse, bien clinquante, pleine de pierres précieuses, digne de l'Arabie Saoudite en somme. Une ceinture qui m'a pas mal rappelé le titre international de l'EW dans l'esprit. Et donc, chaque année à Crown Jewel, donc ces deux titres seront remis en jeu lorsque les deux champions du moment s'affronteront homme contre homme comme femme. Cette annonce me laisse, je dirais, perplexe car déjà, ça signifie qu'à chaque édition de Crown Jewel, les 4 champions principaux ne défendront plus jamais leur titre, ce qui à mon sens va à l'encontre de ce à quoi est censé servir un PLE. Donc ça va rendre en plus du coup Crown Jewel encore plus filler qu'il ne l'était avant. Et c'est d'autant plus regrettable donc que le pay-per-view suivant est Survivor Series, donc là où se tient désormais le War Games. Et l'on sait bien que régulièrement on y trouve aussi au moins un ou une championne du monde dans ces Wargames, et donc là aussi, là où les personnes concernées ne défendent donc pas non plus leur titre, donc ça signifie que l'on peut rester sur 2 pay-per-view consécutifs où un seul et même catcheur ne défendra pas son titre, ce qui pourrait être le cas de Liv Morgan par exemple. De plus, ça veut dire que 2 de tes champions du monde vont devoir essuyer une défaite en pay-per-view, ce qui n'est pas terrible en termes de prestige, d'image et de crédibilité. Bref, en procédant ainsi, tu assumes clairement que Crown Jewel donc sera un pay-per-view purement filler, comme je le disais, en attendant de basculer vers la Survivor Series. Et puis très franchement, quel intérêt de ramener une ceinture aussi grosse et clinquante soit-elle pour qu'elle ne serve qu'une fois l'an à l'image de la UW Owen Hart Foundation Championship ou du titre saoudien qui avait été remporté par Strowman et qu'on ne reverra plus jamais par la suite, quoi. Bref, la WWE se plie à nouveau aux volontés d'un royaume dont il ne sait quoi faire de ses milliards, lui qui constitue la première économie du monde arabe. Bref, ce n'est pas une décision qui m'enchante particulièrement et j'aurais largement préféré un titre mid-card féminin en comparaison. Crown Jewel s'annonce déjà donc comme un show plus que secondaire et il sera bien difficile d'en parler avec entrain lors de mon prochain Manso Catch. Gunther arrive alors d'ailleurs pour interrompre Triple H, annonçant déjà avec arrogance sa future victoire à Crown Jewel et s'adressant ensuite à Bill Goldberg, et oui, Goldberg qui était présent ringside avec femme et enfant. Lui, donc Gunther avait dit à Raw face à Bret Hart que Goldberg était son catcheur favori, all time, devant un Bret Hart qui était là justement, et lui dont sa relation avec Goldberg n'a jamais été au beau fixe, et c'est assez notoire. Gunther va dire à Goldberg que ce qu'il a dit à Bret Hart n'était pas vrai en fait, car Goldberg n'est qu'un one trick pony, quoi, à savoir quelqu'un qui n'a qu'un seul move à son arsenal, et Gunther espère pour Gage, qui est le fils de Goldberg, que Goldberg est meilleur en tant que père qu'en tant que catcheur professionnel. Donc voilà, une grosse pique. Il faut noter que Goldberg a déjà joué chez les Falcons d'Atlanta en NFL et a travaillé comme entraîneur dans des salles de sport d'Atlanta. Donc c'est une ville où Goldberg est donc assez apprécié, d'où sa présence à Bad Blood. Évidemment, il passera par-dessus la barricade pour venir confronter Gunther, mais la Sécu s'interposera, ce qui profitera à Sami Zayn, venu attaquer Gunther pour vendre leur match d'Euro une dernière fois, un match que je n'ai toujours pas vu puisque je n'ai même pas vu encore Raw. Le pire dans tout ça, en tout cas, c'est qu'en conf de presse, post-show, Triple H dira qu'il ne faut jamais dire jamais quant à la possibilité de voir Goldberg lutter à nouveau à la WWE, et quelque chose me dit que ce segment n'est pas qu'un one-shot, et que vu la bonne réaction du public, on pourrait très bien avoir un Gunther contre Goldberg un jour. J'en ai bien sûr pas envie, mais il va falloir quand même aussi s'y préparer. Bref, un long segment qui m'a rappelé les heures sombres de Vince et qui me mettait tout sauf dans de bonnes dispositions avant d'aborder le match suivant, à savoir Rhea Ripley donc contre Liv Morgan pour le Women's World Championship. 2 étoiles 25 seulement pour la note. L'entrée de Liv et de Dom est plutôt stylée avec ce très beau lowrider. Celle de Ripley est bien plus sobre, mais elle n'aura pas oublié le PQ à l'effigie de Dominique, en cas de pépin de ce dernier lorsqu'il sera suspendu dans les airs. Morgan est inquiète, et Dominique n'emmène pas large en entrant dans la cage, même si je m'attendais à plus de chichi de sa part avant d'y pénétrer. Rhea jubile, et là on la sent vraiment sûre d'elle, peut-être même un peu trop, et dès ce moment-là, franchement le doute n'était plus permis pour moi. Elle ne pouvait pas gagner ce match, d'autant plus que le début de match est clairement à sens unique. Rhea s'amuse et domine la championne dans les grandes largeurs.
Le premier contre de Liv Morgan m'a fait plaisir puisqu'elle s'en prendra à la jambe gauche de Rhea qui avait été blessée durant le build-up. Du coup, cela permet de justifier pourquoi ils avaient fait ça, car je ne voyais pas l'intérêt de cette blessure de kayfabe si c'est pour ne rien raconter à ce sujet-là durant le match, quoi. Hélas, Liv a botché son balayage de jambes à l'extérieur. Rhea ne peut tomber, tant le move est faiblement appliqué. Cet assaut à la jambe permettra à Liv de rééquilibrer les débats. Les plans sur Dominic furent multiples, comme je le craignais, ce qui rend difficile de se concentrer sur ce match. En plus, il est plus excentré, il est complètement au niveau de la rampe, parce que forcément, vu qu'il y a déjà la cage du Hell in a Cell, la Shark Cage ne pouvait pas être au-dessus du ring comme elle a coutumé. Liv continue donc pendant ce temps-là d'esquinter la jambe gauche de Rhea, mais l'action n'est pas folle dans le ring et on a tendance à s'ennuyer. Morgan réussit un sunset flip bomb à l'extérieur contre la barricade, plutôt réussi, bien exécuté. Son codebreaker depuis la deuxième corde est assez impressionnant, surtout le selling de Rhea qui l'aura beaucoup magnifié. Le contre de Rhea sur l'Oblivion était plutôt pas mal, réalisé aussi. Morgan portera à nouveau un Quetzalcoatl comme à Berlin. Rhea contrera un troisième Free Amigos avec un Razor's Edge, comme son pote Damien Priest, comme il aime le faire. C'est alors qu'étrangement, Dominic va pousser tranquillement la porte de la cage, chose étonnante, car généralement les Shark Cage sont verrouillés. Là, il ouvre la porte tranquillement. Frog Splash de Rhea suivi d'un Prism Trap. Rhea ramène Liv à l'extérieur, pile sous la cage. Rhea va porter alors un Riptide à Liv Morgan sous les yeux de Dominic. Dominic ira alors jusqu'à se laisser tomber de la cage, sauf que sa cheville est retenue par une chaîne. Il a donc la tête en bas et la situation est quand même rendue grotesque. C'est l'instant comédie que je craignais. Rhea s'en amuse et vient même dire à l'arbitre qu'elle a de l'unfinished business et qu'elle reviendra plus tard pour finir le boulot avec Liv. Rhea passe clairement pour une conne sur le coup. Elle peut redevenir championne, mais non, elle préfère tout arrêter et prendre tranquillement un kendo stick pour aller frapper Dominic comme si c'était une piñata. Elle se souhaite un bon anniversaire au passage, avec quelques jours d'avance, puisque ce sera le 11 octobre pour être exact. Et c'est là que, venue de nulle part, Raquel Rodriguez intervient en même temps que l'arbitre, en même temps, j'ai bien dit que l'arbitre, pour venir frapper Rhea dans le dos. Elle ramène Rhea dans le ring, et la cloche sonne tout à coup. Voilà, du grand n'importe quoi, et un énorme bazar. Raquel porte sa Tejana bombe sur Rhea, et de façon encore plus incompréhensible, Raquel couche Liv sur Rhea, comme si elle n'avait pas entendu la cloche sonner. Le mal est fait, le botch est horrible, et la fin de match est un ratage complet. Le public est médusé, et n'en a même rien à faire du retour de Raquel, dont il n'avait vraiment pas envie. Les anciennes championnes par équipe sont donc réunies à nouveau. On notera du coup que Liv se retrouve associée à son ex-partenaire par équipe, venu s'en prendre à une autre ancienne partenaire de Liv. Raquel se joindra-t-elle donc au Judgment Day? C'est toute la question, car il est étrange de tout de même que Raquel se joigne à eux, alors que Dominic l'avait quand même distraite à Payback 2023 pour perdre sa chance au titre face à Rhea à l'époque. En tout cas, cette fin de match est assez affreuse, surtout pour le retour de Raquel après pas mal de mois d'absence. Elle arrive sur Rhea en même temps que l'arbitre, et au lieu d'attendre que celui-ci ne prenne un peu d'avance et donc pouvoir attaquer Rhea dans le dos de l'arbitre, ce qui lui aurait alors permis de faire ce qu'elle avait à faire pendant que l'arbitre aurait été occupé avec Dominic, très probablement, et elle passe d'autant plus pour une idiote qu'elle va quand même coucher Liv sur Rhea alors que la cloche avait quand même avait déjà sonné. Bref, tout est nul à chier du début à la fin. On apprendra d'ailleurs que Liv aurait dû bel et bien gagner ce match, donc j'avais donc bien le bon prono, et ce botch me coûte du coup le sans faute dans ce pay-per-view. Évidemment, on sent déjà venir le Team Rhea contre le Team Liv au Wargames, et l'ajout de Raquel permet surtout de commencer à renforcer les équipes. Les filles qui ont eu des problèmes avec Liv, comme Zelina Vega ou Lyra Valkyria, pourraient bien s'associer à Rhea pour l'occasion, voire Becky Lynch, qui avait déjà fait son retour pour le Wargames 2023 d'ailleurs. Quant à l'évaluation du match, c'est tout de même bien difficile de bien noter un tel match. Il y a eu quelques beaux moves réalisés, on peut pas dire le contraire. Il y a le storytelling à la jambe était aussi présent, c'est une bonne chose, mais ce match était d'une grande fadeur. Le public pas spécialement au rendez-vous, Rhea bien trop sûre d'elle, ce qui rendait peu probable sa victoire,
ou du moins sa prise de titre. Les plans répétés sur Dom ont rendu compliqué l'implication dans ce match, et son évasion paraissait bien trop grotesque et comique dans un match de championnat, faut-il le rappeler, entre deux grandes rivales. Rhea passe également pour une idiote en préférant délaisser son adversaire et donc la possibilité d'être championne pour venir s'en prendre à Dominique, et l'intervention de Raquel fut une pure catastrophe et le dernier clou dans le cercueil de ce match bien pénible à suivre. Moi qui évoquais justement un DQ lors de mes pronos, j'ai été servi et j'aurais vraiment aimé avoir tort sur ce coup-là. 2,25 donc pour ce match vraiment faible. J'étais même pas loin du 2 sur ce coup-là. Il y avait pourtant 2-3 choses louables dans ce match, mais pas assez pour sauver ce match du naufrage. Même si c'est sympa évidemment de revoir Raquel et de la voir de retour et qu'elle semble avoir enfin mis ses problèmes de santé derrière elle, mon carton rouge de la soirée ira sans hésiter vers elle. Désolé Raquel. Et on va passer maintenant au dernier match, à savoir donc le mini-event entre Cody Rhodes et Roman Reigns contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. 3 étoiles 25 pour la note. Fanfare horrible. Je dis bien horrible pour introduire Cody. Je suis désolé, mais là mes oreilles ont saigné et ne vous remercie pas. Et que dire à nouveau du masque, de ce masque horrible de Cody là, qui est trop grand pour sa tête et qui ne lui va définitivement pas. Faut arrêter avec ça. Un début de match qui est évidemment très lent. Voilà, Cody se teste d'entrée à Fatu, qui comme d'habitude va paraître invincible en oscillant carrément un disaster kick de Cody. Solo va entrer à son tour et là Cody va faire le tag à Roman. Les échanges entre Roman et Solo sont loin d'être emballants et on s'en serait douté. La phase de domination de Solo sur Roman est tout de même bien chiante à regarder. Il était intéressant quand même de revoir ensuite le duel entre Roman et Fatu, mais même ici ça reste bien terne. Du coup, Cody fait le tag afin de redonner vie à un combat déjà plongé dans sa léthargie. Cody se fera maîtriser par un joli pop-up Samoan Drop de Fatu et nous revoilà plongé dans un sommeil profond lorsque Cody subira la domination des Heels durant une éternité. Le public réclame Roman pendant que moi je réclame mon oreiller, voilà. Fatu reporte même une prise du grappin, pas le meilleur moyen de nous réveiller. Cody ne parvient toujours pas à faire le tag sur un Reigns à qui on semble avoir donné le traitement de Jade Cargill. Le match semble durer une éternité tellement l'ennui m'envahit. Cody fait enfin le tag à Roman, il prend le dessus sur Solo, plutôt facilement. Joli crucifix spin de Reigns, move assez rare de sa part. Fatu permet au heel de reprendre l'avantage. Cody s'en mêle, le match devient enfin plus emballant. Fatu fonce contre la barricade suite à une esquive de Cody, mais à nouveau Fatu est cheaté et se relève déjà. Cody portera un crossroads à Fatu à l'extérieur du ring. Cody réussit ensuite un énorme splash à la Jimmy Snuka depuis le poteau directement sur Fatu qui était allongé sur la table des commentateurs. La table s'écroule, le spot est réussi et c'est même le meilleur moment du match. Ce spot permet d'avoir un focus sur Solo et Roman. Les ouah pleuvent. Roman part pour son spear, mais les Guerrillas of Destiny interviennent pour distraire Roman. Solo porte un spear à Roman, mais Roman va se dégager à deux. Solo provoque Roman, mais c'est là qu'en arrière-plan, un homme en capuche apparaît, le visage caché. Alors au début, j'avais vite fait cru à Hikuleo, mais il était bien trop petit pour être lui. Du coup, plus de doute possible, c'était bien Jimmy qui dévoile son visage après de longs mois d'absence, donc pile dans le show où sa femme Naomi est l'une des hosts, comme par hasard. On savait qu'il était présent à Atlanta, donc c'était pas non plus une grosse surprise en soi. Jimmy va se débarrasser tranquillement des Guerrillas of Destiny avec un super kick pour chacun d'entre eux, donc avant de révéler son visage. Bonne pop du public en tout cas. Ça permet en tout cas de distraire Solo, l'occasion pour Roman de porter un spear à Solo, pour s'imposer tranquillement, voilà, 1, 2, 3, terminé. Sans grande surprise, donc les Mega Powers 2.0 s'imposent, et Solo aura bien pris le pin, c'était ce que je disais dans ma vidéo prono, ça ne pouvait être que Solo ou Cody, à mon sens. Gros câlin en tout cas entre Jimmy et Roman après le match. Face-off Cody-Roman, on n'aura pas raté au passage le petit coup d'œil de Roman sur la ceinture de Cody, même s'il fut furtif. Jimmy et Roman quittent le ring et s'en vont, laissant Cody seul dans le ring, ce qui n'annonçait rien de bon. En effet, les Guerrillas of Destiny vont attaquer Cody dans le dos, suivi de Solo. Fatu est sur le point de porter un splash de la troisième corde. Jimmy rappelle alors à Reigns qu'il avait donné sa parole à Cody. Reigns lui répond que c'était juste pour un soir. Bon, finalement, les deux vont revenir dans le ring pour faire le save sur Cody. Les super kicks de Jimmy sont plutôt propres.
Roman finira avec un Superman Punch sur Solo qui quittera le ring. L'occasion d'avoir un dernier petit moment de storytelling entre Roman et Cody. Roman ramassant la ceinture de Cody en la contemplant longuement, hésitant tout de même à la lui rendre. Finalement, Roman s'exécute. Les regards échangés entre Roman et Cody sont pesants et lourds de sens. Cody lève la ceinture. Et c'est là qu'est la surprise générale. Le thème du rock retentit. Grosse pop, hein, évidemment. On ne l'avait pas vu depuis 6 mois. Le moment dure tout de même un bon petit moment là. Ça se regarde, sans faire grand chose de plus. Le Rock finalement lève le doigt, faisant le signe 1, puis 2, puis 3, puis un signe de coupe-gorge là, et s'en va. Voilà, le show se termine comme ça. Alors certains y ont aussi vu le signe 1, 2, 3, 4, puis le coupe-gorge pour faire le 1, hein, ce qui signifierait un rendez-vous pris pour Mania 41. Pourquoi pas un triple threat entre le Rock, Cody et Reigns, ou bien simplement un Cody contre Rock, ou bien un Rock contre Roman. Bref, ça va être certainement l'un de ces 3 matchs qui sera le main event de la nuit 2 de Mania. Finalement, on comprend mieux pourquoi le Hell in a Cell n'a pas été le main event, hein, aux grandes dames des fans. Il fallait au moins le retour du Rock, hein, pour justifier ça, hein, au-delà du retour in-ring de Reigns. Le Rock postera dans la foulée une vidéo donc sur Instagram pour exprimer son ressenti sur la situation. Je vous en ai d'ailleurs traduit les grandes lignes. À quoi pense le boss final? Le boss final est-il en colère? Est-il heureux? Est-il quelque part entre les deux? Eh bien, voici ce que dit le boss final. Le Rock ressent beaucoup de choses à propos de ce qu'il vient de voir. Le boss final ressent beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Il y a eu beaucoup de conneries au cours des 6 derniers mois. Vous voulez savoir ce que ressent le boss final à propos de tout ça? Le boss final vous le dira, mais vous le dira quand il sera prêt à vous le dire. Mais voilà, que vient-il de se passer, hein, Bad Blood? C'était chaud, hein, c'était du feu, c'était l'enfer. Mais ce qui se passe ici, c'est le paradis, parce que c'est le paradis à chaque fois que la musique du boss final retentit. Il y a rien, et The Rock, le boss final, veut dire que il y a rien qui puisse être comparé au Rock, hein, allant là-bas, hein, le boss final et sa musique retentissant et voyant ces 3 là au milieu de ce ring, hein, il y avait Jimmy, Roman et Cody. Hein, le Rock n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce soir, on va s'amuser. Voilà, c'était un peu dans les grandes lignes ce qu'il a dit. Bref, on plante déjà des graines pour Mania 41 et forcément on s'avance aussi pour le Wargames, hein, où la team Cody Roman a de fortes chances d'affronter la Bloodline 2.0. Reste à voir si le Rocky participera, ce qui paraît très surprenant quand même. À l'heure actuelle, j'irai davantage vers un 4 contre 4 entre Fatu, Solo, Tamatonga et Tangaloa contre Cody, Reigns, Orton et Jimmy, hein, vu qu'après ce qui s'est passé en coulisses après Bad Blood, la possibilité de maintenant de voir Owens dans la team Cody est désormais à mettre aux oubliettes, car oui, alors que le show était terminé, on apprendra sur les réseaux sociaux que Owens et Cody ont eu une altercation, le tout filmé dans une vidéo amateur et vu sur les réseaux sociaux. Owens va sauvagement s'en prendre à Cody. Je suis plus que surpris, hein, par ce segment qui n'est même pas tourné en live, hein, durant une weekly ou un pay-per-view. Tout se passe backstage après le show. Alors oui, la VVE tente des choses, elle veut innover en donnant un côté plus authentique et réaliste au catch, hein, afin de se dire qu'il est normal qu'Owens réagisse aussi subitement et violemment après le show, puisqu'il ne supportait pas cette association entre Cody et Roman, et au final, il n'y a eu aucune misco entre les deux. Le duo c'est bien entendu, hein, dans l'ensemble, et ils ont même gagné, hein, il y a eu du respect à la fin. Reigns lui a rendu sa ceinture, donc c'est d'ailleurs pour cela donc que je voyais les faces gagner, hein, je vous l'avais dit, car ça permettait donc d'alimenter la colère d'Owens et donc d'accentuer les choses pour son futur heel turn, comme je le disais. Donc là-dessus, tout est logique, mais j'avoue que sur le coup, je me suis senti quelque peu déçu, car comme beaucoup de fans, j'aime le fantasy booking. Je vous ai fait part de ce que je voyais pour Owens, à savoir qu'il turnerait au Wargames en se retournant contre Cody pour faire perdre son équipe, histoire aussi d'avoir un clin d'œil à la fin du Wargames 2022. Mais hélas, là tout tombe à l'eau. Et c'est ça qui me frustre quelque peu, quoi. Le public ne devrait pas découvrir un angle aussi important et teasé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux en pleine conférence de presse post-Bad Blood, quoi. Ça me rappelle la fois où les équipes des Survivor Series avaient été annoncées sur Twitter en plein samedi soir. J'aime pas cette façon de faire, hein, personnellement. Les moments importants comme ça se doivent d'être vécus en live et devant du public. On passe à côté de la réaction du public présent sur place, et donc on passe aussi à côté d'un moment d'histoire.
Certes, ça permet de faire le buzz et de ne parler que de ça et de donner envie au public de voir le prochain SmackDown, mais je ne pourrais jamais cesser de penser que le moment aurait été encore plus grand face caméra à la fin du show et même à la place du Rock, hein, car très franchement, voilà, ça c'est personnel, mais le Rock, pour moi, n'avait pas spécialement besoin de revenir maintenant, à mon sens. C'est prématuré même, et l'approche du Wargames ne nécessitait même pas non plus sa présence. Il aurait pu revenir en 2025, ça n'aurait pas été gênant du tout. Je vous propose d'ailleurs, voilà, un scénario alternatif, sans le Rock impliqué. C'est que Roman et Jimmy reviennent donc dans le ring pour se débarrasser d'abord aisément des Guerrillas of Destiny. Ils s'occupent ensuite de Fatou et Solo. Les quatre partent alors, se battent et partent en coulisses, ou alors dans le public, hein, pour continuer leur bagarre. Cody se retrouve alors seul dans le ring. Il est sur le point de ramasser sa ceinture, quand tout à coup, là, Kevin Owens arrive, par surprise, et ramasse la ceinture en premier. Gros storytelling, là, du coup, en perspective. Owens regarde la ceinture, il la rend à Cody, et là-dessus, Owens porte un low blow à Cody, avant de repartir sous les huées du public. Voilà, là-dessus, tu finis ton show sur un énorme angle. Le public aura pu y assister en live, tout comme les téléspectateurs, et de la même façon, tout le monde en aurait parlé et on aurait eu tout aussi hâte de regarder le prochain SmackDown. Bref, voilà, je vais arrêter là-dessus car j'ai toujours pas évalué ce main event, hein, mine de rien. Mais voilà, pour moi, ce scénario alternatif, pour moi, il se valait, il était même, je pense, meilleur que celui qu'on a vu. Voilà, donc concernant l'évaluation, je lui ai donné un 3 écart, donc comme vous pouvez le voir, un match assez passable, je dirais, dans l'ensemble, ultra classique, des matchs de la Bloodline, quoi. Un démarrage hyper lent, hein, pour ne pas dire chiant, une montée en régime progressive, avec davantage de folie dans les 5 dernières minutes. On connaît ce canevas, hein, désormais par cœur, et ça devient même trop, hein, au bout d'un moment. Le duo Roman Cody n'a pas montré particulièrement de tension, hein, ça c'est bien entendu. Les phases de domination des Heels m'ont paru quand même ultra boring et longues. La partie finale fut bien meilleure lorsque deux duos se sont formés pour s'affronter. Le retour de Jimmy a plutôt bien fonctionné auprès du public, même s'il a largement été éclipsé quand même par celui du Rock juste derrière. Un spear de Reigns aura suffi à mettre fin au débat. Et puis terminé. La New Bloodline, à l'image donc du New Judgment Day, comme je le disais tout à l'heure, perd tout de même beaucoup de matchs, je trouve. Il serait grand temps de les remettre en avant, car niveau menace et crédibilité, ça devient difficile d'y croire. Solo perd quasiment tous ses matchs, et je n'ai même plus envie de m'investir dans un Reigns, par exemple, contre Solo, avec Lula Fala en jeu. Un temps, le suspense paraît faible, là. Bref, un main event un peu trop sage dans l'ensemble, un Roman au petit trop, un Cody pas non plus au top de ses capacités, même du côté de Fatou, ça n'a pas été très flamboyant, tandis que Solo aura été, j'irais, fidèle à lui-même, à savoir boring dans un ring. Pas un très grand main event de pay-per-view, hein, ce qui donne encore davantage de déception quant au fait de ne pas avoir eu le Hell in a Cell en dernier, mais le Rock est sans doute bigger than life et on peut pas lutter contre ça, quoi. Chacun se fera en tout cas son opinion sur le sujet, mais moi, voilà, le Rock, pour moi, ça m'avait pas spécialement manqué et sa présence ne m'a pas semblé très utile à l'heure qu'il est. Donc, malgré cette fin de show qui pouvait paraître énorme, la vidéo d'Owens et Cody, puis celle du Rock qui a parlé pour ne rien dire, ne m'ont pas aidé à ressortir de ce pay-per-view avec le sourire. Bref, donc si j'avais su, je serais allé me coucher dès la fin du Hell in a Cell, car c'est bien la seule chose à sauver de l'intégralité de ce Bad Blood. Voilà donc ce que je pouvais dire en gros sur ce Bad Blood. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show, vos notes, vos tops, vos flops. Est-ce que pour vous c'est un pay-per-view qui est meilleur que ce que moi j'en ai pensé? Est-ce que vous, au contraire, vous pensez que j'ai été trop clément? On sait jamais. Même si quand même, j'ai quand même pas été très sympa avec ce pay-per-view, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, voilà, je vous invite à liker cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le prochain rendez-vous, ce sera donc pour le Monceau Catch. Ce sera donc le 27 octobre. Nous serons à ce moment-là à 6 jours de Crown Jewel. Ça arrive quand même assez vite. Bon, je suis pas des plus hypés, hein, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, avec ces histoires de matchs là, champion contre champion. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une ceinture qui va être donnée que ça va me hyper davantage, hein. C'est une ceinture qu'on va revoir qu'une fois par an, donc bon, c'est pas très intéressant. Bref, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Passez une excellente fin de semaine, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu,
n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.